What's Up, le podcast zéro émission, par Automobile Propre. Le gros coup de matraque de l'UE sur les prix des voitures électriques chinoises, Tesla qui tire tous azimuts pour sauver ses ventes, les entreprises encore trop timides sur l'électrification de leur flotte, l'autorité de la concurrence qui veut faire le ménage dans le secteur de la recharge électrique, et enfin une voiture électrique qui parcourt 700 000 km avec sa batterie et son moteur d'origine. Voici pour les grands titres de l'actualité de la voiture électrique cette semaine, mais ce n'est pas tout, nous retrouverons aussi l'interview de la semaine, celle du directeur marketing et communication de XPeng France, ainsi que la présentation d'un petit événement, celle de la nouvelle Alpine A290, la première sportive 100% électrique de la marque. Bienvenue dans le podcast What's Up par Automobile Propre, épisode 121 du 15 juin 2024. L'actu de la semaine. À partir de juillet 2024, les prix des voitures électriques chinoises vont augmenter en raison de nouveaux droits de douane européens allant jusqu'à 38%. L'Europe accuse la Chine de subventionner ses constructeurs, ce qui leur permet de proposer des véhicules à des prix très ou trop compétitifs selon l'Europe, créant ainsi une concurrence déloyale. La MG4, par exemple, pourrait voir son prix s'envoler. Cela étant, rien n'est aussi simple. Bien que cette mesure vise à protéger les constructeurs européens, les observateurs pensent qu'elle pourrait intensifier les tensions commerciales avec la Chine et affecter des modèles fabriqués en Chine pour les marques européennes ou par des marques européennes, comme par exemple la Dacia Spring ou encore la Volvo EX30. Toujours dans le même contexte, Tesla avertit que les prix de sa Model 3 fabriquée en Chine augmenteront dès le 1er juillet 2024 en raison justement des nouveaux droits de douane européens. En avril, Tesla avait déjà réduit le prix de la Model 3 propulsion de 3 000 €, la mettant à 39 990 suite à la perte du bonus écologique en France. Mais chez Tesla, c'est toujours un peu le yo-yo et cela concerne aussi maintenant la Model Y. En effet, alors là c'est l'inverse, pour écouler ses stocks, Tesla offre des rabais allant jusqu'à 2 000 € sur les Model Y propulsion avec un prix de départ de 38 990 € après bonus déduit. Une Model Y pour laquelle Elon Musk a assuré récemment qu'il n'y aurait pas de restylage en 2024, probablement aussi pour éviter que les potentiels acheteurs n'attendent une nouvelle version et que cela bloque les ventes de ce modèle. De plus, 20 000 km de recharge sont offerts sur tous les modèles Tesla pour les livraisons jusqu'au 29 juin. Les flottes de voitures de société en Europe mettraient trop de temps à passer à l'électrique. En 2023, seulement 14,1% des voitures vendues aux entreprises étaient électriques, contre 15,6% pour les particuliers. En France et en Allemagne, les taux d'adoption des véhicules électriques par les entreprises étaient respectivement de 12 et 16,3%, contre 22,1 et 25,6% pour les particuliers. Pourtant, 60% des nouvelles immatriculations sont des voitures de société, qui sont responsables de 74% des émissions des voitures neuves en Europe. Les entreprises préfèrent des modèles européens, avec 76% des voitures électriques vendues dans les flottes provenant de constructeurs européens. Du côté de la recharge, c'est l'autorité de la concurrence qui demande plus de transparence sur les prix des recharges des voitures électriques. Actuellement, les consommateurs peinent à comparer les prix et à savoir ce qu'ils payent réellement. C'est un petit peu la bouteille à l'encre lorsqu'on arrive à la borne. L'autorité recommande une tarification claire au kilowattheure et la création d'une base de données comparative semblable à celle des carburants. Des totems affichant les prix pourraient être installés sur les autoroutes, comme c'est déjà le cas sur certaines stations. Pour éviter des pratiques anticoncurrentielles, l'autorité de la concurrence suggère de renforcer la coordination et la concurrence dans le déploiement des bornes. Enfin, une nouvelle qui fera plaisir aux défenseurs de l'électrique et qui contredit un peu les nombreux préjugés sur le sujet. Paul Curzon, un chauffeur de taxi au Royaume-Uni, a parcouru près de 700 000 km avec sa Tesla Model S de 2016, utilisant toujours la batterie et le moteur d'origine. En 8 ans, il a parcouru exactement 692 000 km, principalement entre son domicile et les aéroports. Malgré une recharge quotidienne et des conditions d'usage intensifs, il a économisé jusqu'à 11 800 € par an grâce au superchargeur gratuit. Sa Tesla, équipée d'une batterie de 90 kWh, n'a perdu que 100 km d'autonomie par rapport à l'autonomie initiale qui était de 557 km officiellement. Paul n'a réalisé que des entretiens préventifs de base sans réparation majeure. L'interview de la semaine.
Le constructeur automobile chinois XPeng, spécialisé dans les véhicules électriques haut de gamme, fait son entrée sur le marché français au printemps 2024. Après s'être implanté dans plusieurs pays européens comme la Norvège, les Pays-Bas et l'Allemagne, la marque poursuit son expansion en Europe en ciblant la France. L'occasion de faire le point avec Thomas Rodier, son directeur marketing et communication France. Bonjour Thomas Rodier, bienvenue. Merci Eric, merci de nous recevoir. Vous êtes directeur marketing et communication de XPeng France. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, XPeng est un des principaux constructeurs de voitures électriques en Chine, ou chinois en tout cas, et sûrement l'un des plus connus en Europe déjà, puisque vous êtes déjà présent dans plusieurs pays d'Europe du Nord. Pouvez-vous nous présenter cependant XPeng en quelques mots, ses origines, son histoire? Je crois qu'il y a une histoire assez intéressante. Il y a une histoire super intéressante puisque donc notre créateur qui s'appelle Xiaopeng a donc donné son nom à la marque qui a donc donné XPeng en contractant son nom. Ce qui est hyper intéressant, c'est que notre fondateur a vendu à Alibaba un des premiers navigateurs internet, ou en tout cas un des plus populaires en Chine à ce moment-là, ce qui lui a ensuite donné l'occasion d'aller ensuite développer la branche smartphone chez Alibaba, et ensuite il a décidé de créer une marque automobile 100% électrique. Donc ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on a donc un fondateur qui est un vrai codeur, on est une vraie boîte de tech et que on a donc toujours développé des voitures électriques. On n'a jamais dérogé. On est né électrique et on est vraiment depuis notre naissance, qui est relativement récente. La boîte a moins de 10 ans. On est ce qu'on appelle dans cet anglicisme une vraie software defined vehicle company. Alors cette histoire effectivement c'était il y a à peu près 10 ans, donc c'est assez marrant parce que en fait on s'aperçoit que les constructeurs chinois ont quand même une origine un peu tech, ou un tropisme vers la tech en tout cas, puisque c'est le cas aussi de, pour pas les nommer, Xiaomi, BYD, etc. Puis aussi Tesla un petit peu. Alors c'est une évolution évidente comme ça de passer de la conception de logiciels ou de navigateurs internet à la conception de voitures électriques. Quel a été le cheminement? Je pense qu'il y avait la volonté de développer des voitures de manière plus moderne, et d'aller vers cette ère finalement un peu du smartphone sur roue, et donc tourner la page du véhicule avec une architecture faite pour le thermique, et de partir sur des véhicules qui seraient vraiment 100% conçus autour d'un logiciel qui va pouvoir gérer toutes les fonctionnalités, et donc avec tout ce que ça amène en termes d'expérience pour le conducteur au quotidien, mais aussi tout ce qui va concerner les mises à jour qui vont augmenter son expérience à bord, en tout cas l'améliorer. Avec des mises à jour assez régulières, mais encore une fois, comme sur le modèle des smartphones, où vous recevez une mise à jour qui vous amène de nouvelles fonctionnalités. Du coup, c'est vraiment la partie logicielle qui est centrale sur ces voitures. C'est autour du logiciel que toute l'architecture est développée. Ça veut dire que c'est des voitures qui sont, enfin on y viendra peut-être un peu plus tard, mais qui sont plus évoluées techniquement. Vous proposez des choses que les constructeurs traditionnels ne proposent pas. Alors, on a été les premiers à introduire déjà la conduite entièrement autonome en Chine. On est leader sur la technologie en Chine. Aujourd'hui, vous avez des XPeng qui sont totalement autonomes en Chine. Et donc, on est prêt lorsque la loi changera en Europe pour y arriver aussi. Et ce qu'on a également amené en premier en Chine, c'est les plateformes 800 volts. Donc on commence à les voir apparaître un petit peu en Europe à travers d'autres constructeurs, mais c'est encore très restreint, c'est pas forcément très accessible. Nous, notre ambition, c'est évidemment de démocratiser la technologie et de rendre ce genre de technologie accessible au plus grand nombre. Donc sur l'ensemble de la gamme XPeng, vous allez retrouver de cette fameuse technologie 800 volts. Et pour faire simple, ce que ça va vous amener, c'est
des temps de charge et des temps de charge raccourcis et des puissances de charge plus élevées. Je vais vous donner un chiffre qui est assez parlant. Sur le G9, donc on lance en ce moment en France, vous allez atteindre plus de 300 kilowatts lors de la charge. Et ça va vous permettre quelque chose qui est absolument génial, c'est que vous allez recharger en moins de 20 minutes. Donc vous allez passer de 10 à 80% en moins de 20 minutes, ce qui amène vraiment quelque chose de, on va dire, d'assez similaire finalement à l'expérience que vous aviez avec le véhicule thermique, puisque avant vous vous arrêtiez de toute façon à la station-service pour éventuellement faire le plein, faire une petite pause technique, prendre un café, prendre un petit peu l'air, et les 20 minutes étaient passées. Donc en fait, on revient à cette expérience-là, tout en ayant le plaisir de rouler en électrique, et donc sans cette barrière psychologique de se dire, oh là, je vais devoir m'arrêter, trouver un chargeur, et puis ça va durer longtemps. Là, c'est terminé avec cette technologie en fait. Donc c'est ça qu'on propose à l'heure actuelle sur G9, et puis à venir également sur G6, toujours pareil, de 10 à 80% en moins de 20 minutes. Alors, encore faut-il qu'on puisse charger sur des stations ou des bornes qui sont compatibles et qui proposent une telle puissance. Alors, elles sont pas encore très nombreuses, hein. Ces stations, on a quoi? On a Fastned, on a quelques stations Ionity qui sont aux alentours de 300 kilowatts. On commence à les voir partout, hein. Effectivement, on a Fastnet, on a Ionity, mais on a également le réseau Ulysse qui est en train de se déployer. On a Total Energy. On a beaucoup d'acteurs qui proposent déjà des bornes qui sont au-delà des 300 kilos. On voit des bornes à 400 kilos qui commencent un peu à se développer partout. Donc, sincèrement, aujourd'hui, vous pouvez faire la plupart de vos trajets sur longue distance en ayant accès à ce genre de bornes, et donc en minimisant vraiment le temps d'attente que vous allez avoir sur ce genre de trajet où c'est sûr que quand vous faites 8 heures de route, vous arrêtez même 40 minutes, c'est vraiment pénible. Là, en 20 minutes, c'est absolument indolore, et vous remontez dans votre voiture, allez charger, et puis vous repartez, et puis vous faites des sauts de 300, 400 kilomètres tout en roulant normalement sur l'autoroute. Parce qu'en fait, vous avez privilégié la vitesse de charge, ce qui paraît aujourd'hui assez pertinent, puisque avec l'expérience, on s'aperçoit que c'est un point vraiment clé. Cependant, c'est pas fait au détriment de l'autonomie, parce que vos voitures promettent une autonomie assez conséquente, selon les modèles et les versions, entre 460 et 550 km à peu près, 570. Jusqu'à 570 km effectivement, avec l'autonomie étendue. Et donc avec effectivement des consommations assez contenues, et donc encore plus contenues sur le futur G6, qui est un plus petit modèle que le G9, mais voilà, avec des autonomies qui sont voilà, jusqu'à 570 km. Ça permet quand même de répondre à la plupart des besoins des conducteurs. Alors justement, puisqu'on est sur les produits, restons-y. J'ai regardé un petit peu. Alors il y a quelque chose aussi qui m'a frappé dans cette période un peu d'inflation et de voitures en surpoids, c'est que vos véhicules finalement sont assez entre guillemets légers. Alors je me comprends, hein. Le G9 qui est quand même un gros SUV dépasse il fait 2 tonnes 2 dans sa version la plus lourde, il me semble, et le G6 est aux alentours de 2 tonnes. Donc ça, on est toujours sur des véhicules qui sont lourds, hein, mais parce qu'on le sait à cause des batteries. Mais moi, quand j'ai vu le G9 et que j'ai vu les premières présentations, je m'attendais à un engin qui pesait plus de 2 tonnes 5. Et finalement, vous avez réussi un petit peu à optimiser sans faire forcément l'impasse sur les finitions qui ont l'air aussi. Alors, je parle vraiment de ce que j'ai vu et je les ai pas vus ni essayé en vrai encore, hein. Mais j'ai l'impression que voilà, vous arrivez à trouver un compromis entre autonomie, vitesse de charge, mais aussi entre poids et qualité. Ouais, tout à fait. On utilise donc des plateformes qui sont extrêmement optimisées pour justement contrer finalement c'est un peu cette obligation d'embarquer des batteries qui représentent quand même une grande partie du poids du véhicule. Pour tout vous dire, sur G6, par exemple, on va utiliser ce qu'on appelle le gigacasting, qui est donc cette nouvelle méthode de construire des voitures qui permet de
de faire des châssis encore plus rigides, encore plus résistants, tout en réduisant le prix, le poids, pardon, et puis en facilitant la production. G6 donc des parties, donc c'est du moulage, hein, pour simplifier. C'est vrai que le giga casting c'est un C'est terme le qu'on moulage utilise beaucoup. en un seul bloc. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc sur la plateforme Xpeng CEPA 2.0, on passe en gros, on réduit de 300 pièces qui sont normalement soudées grâce au gigacasting. Donc encore une fois, ça amène de la rigidité, ça amène plus de résistance sur les chocs, puisque évidemment c'est un vrai aussi enjeu de protéger la batterie lors des chocs, et ça permet d'intégrer beaucoup mieux la batterie dans le véhicule pour qu'elle soit le plus bas possible, pour évidemment réduire le centre de gravité ou voilà. Et puis voilà, proposer quelque chose qui est à mon sens l'avenir de l'automobile, puisque développer des voitures électriques sans partir finalement de l'ancien modèle thermique. Aujourd'hui, on voit quand même encore beaucoup de voitures électriques qui sont issues du monde du thermique, donc qui amènent vous voyez aujourd'hui qu'il y a des voitures avec, par exemple, des tunnels d'échappement. C'est des voitures électriques et des tunnels d'échappement. C'est un peu bizarre. Donc ça permet d'optimiser vraiment l'utilisation de l'espace dans le véhicule pour l'électrique. Alors vous savez ce qu'on dit du gigacasting ou du gigacasting, c'est que ça rend des voitures difficiles, voire impossibles à réparer. Qu'est-ce que vous répondez à ça? J'entends effectivement souvent ça, mais la réalité c'est que la plupart des voitures qui ont des chocs similaires et qui sont fabriquées normalement sont aussi généralement classées en épave à la suite de ce genre de choc. Donc en fait la réparabilité, je vois pas bien où est le problème. Si vous arrachez tout le train avant d'une voiture qui n'a pas été conçue sous gigacasting, elle sera également déclarée épave. Donc en fait, on est sur les mêmes problématiques en cas d'impact, d'impact fort. Donc c'est pour vous, c'est pas vraiment un problème. Je pense que je le dis comme je le pense, et je pense que c'est encore finalement une façon de dénigrer l'électrique pour ceux qui veulent pas y passer. Maintenant, ça amène quand même beaucoup de solutions, le gigacasting, et beaucoup d'optimisation de poids, d'augmentation de la rigidité, de facilité dans la construction également. Donc voilà, c'est le progrès, c'est ce qui va aujourd'hui arriver dans l'automobile, hein, et qui arrive chez pas mal de constructeurs, hein. Alors parlons un peu de l'arrivée officielle de Xpeng en France, hein, puisque c'est en ce moment là. Comment ça se concrétise? Vous avez quelles implantations? Qu'est-ce que ça représente en termes de personnel, et puis peut-être de concessions ou de stores, je ne sais pas comment vous les appelez, en termes d'après-vente. Voilà, est-ce que vous pouvez nous dresser un peu un tableau de Xpeng en France là dans ces premières semaines d'implantation, et puis dans les mois et les années qui viennent? Ouais, alors nous on a un objectif d'ici fin 2025, c'est que vous ayez une concession Xpeng à moins de 50 minutes de chez vous. Donc là, dans un premier temps, on va ouvrir en 2024 35 points de vente. On a décidé de travailler avec des grands groupes qui sont déjà implantés en France. Je vais en citer quelques-uns parce que c'est important de se rendre compte que on signe avec des gens que vous allez déjà connaître et qui vous ont sans doute déjà vendu un véhicule d'une autre marque. Voilà, on va parler de Caravenu, de Jeanlin, d'Eden Auto, et Easy Motor, BPM, Groupe Mozart. Donc on est un petit peu des partout réseaux de en concessionnaires France. en fait. Exactement. D'accord. Multimarque. Alors nous, on aura évidemment des espaces dédiés Xpeng, Ouais. mais on travaille avec des groupes qui distribuent déjà d'autres marques.
et qui ont donc cette expérience de la distribution, mais surtout du service après-vente également, puisque on a également besoin évidemment de rassurer. Aujourd'hui, on est conscient que personne ne sait vraiment qui est Xpeng en France, à part vraiment les gens connaisseurs de l'automobile qui s'y sont un peu intéressés, qui ont pu voir notre introduction sur d'autres pays autour, mais on sait qu'aujourd'hui notre notoriété elle est relativement faible, donc on va tout faire pour évidemment y remédier, mais je pense que c'est rassurant pour le consommateur de retrouver un point de vente réel dans lequel vous allez trouver des vendeurs, des gens qui seront responsables du service après-vente de votre véhicule et voilà qui vont vous assister dans votre expérience avec Xpeng, qui vont vous faire une vraie mise en main du véhicule aussi. Ça c'est important, on le dit pas suffisamment, mais on est maintenant sur des véhicules très très technologiques. C'est bien de passer du temps avec l'acheteur pour lui expliquer toutes les fonctionnalités qui sont dans son véhicule et de prendre le temps de le faire. Surtout quand c'est quelqu'un qui n'a encore jamais roulé en électrique et pour qui c'est la première voiture électrique, parce qu'il y a toute cette question de la pédagogie autour de l'électromobilité en plus de la technologie. Vous avez déjà ouvert des concessions? Il y a déjà des points de vente où les 25 vont arriver mais encore rien d'ouvert? On va en ouvrir d'ici fin juin, on en aura 15 ouverts. On a d'ores et déjà déployé des véhicules pour faire des essais. Donc aujourd'hui, vous pouvez aller sur le site d'xpeng.com/fr où vous allez pouvoir réserver un test drive, un essai. Et donc dans l'une des concessions qui seront ouvertes d'ici là. Et puis vous avez quelques noms là de villes d'implantation dans les premières ouvertures? Alors les premières qu'on va ouvrir, ça sera Lille, Paris, on va avoir Cannes également, on va avoir Lyon. Et puis très rapidement vont arriver Nantes, l'Est de la France, Strasbourg, Nancy, et puis également la Bretagne. Donc on va avoir une couverture. Évidemment, on sera pas tout de suite à moins de 50 minutes de n'importe qui en France, mais on va être vraiment là où on voit qu'il y a une appétence pour le véhicule électrique, et donc il y a vraiment de grandes chances qu'il y ait un Xpeng pas loin de chez vous d'ici les prochains mois, si vous êtes dans une ville de moyenne à grande, quoi. D'accord. Alors, pour parler de la gamme, vous allez démarrer en France avec deux modèles qui sont deux SUV, donc le G9 qui est un grand SUV qu'on pourrait comparer un peu, alors dites-moi si je me trompe, mais à une Audi Q5, ou peut-être un peu plus grande même. Ouais, peut-être même un peu plus grande, ouais. Et puis l'autre qui est le Xpeng G6, oui, qui donc lui est vraiment dans les dimensions et un petit peu dans le form factor d'une Tesla Model Y. C'est exactement ça. Voilà, c'est ça. On est sur quel prix sur ces deux voitures, sur quelle gamme de prix? Parce que j'ai vu, on n'est pas forcément sur entre guillemets du low cost. Vous visez plutôt un segment de marché qui serait plutôt, on va dire, un petit peu premium. Alors oui, déjà nous on n'est pas low cost, ça c'est certain. Notre positionnement c'est en fait Xpeng est une marque haut de gamme en Chine, et évidemment le sera également ici, ce qui fait que effectivement nos concurrents sont plutôt les marques haut de gamme que vous avez pu citer par exemple face à G9, et c'est là où vous allez vous retrouver avec un prix très compétitif, puisque pour un véhicule similaire vous allez commencer à 59 900 sur le G9, et le modèle vraiment tout équipé, le performance avec 550 chevaux, suspension pneumatique, toute option, vous allez être à 80. Et ce qui fait qu'en fait G9 est vraiment positionné, on va dire, au cœur du segment C et D, on va dire même C+, et D, et va pouvoir trouver un peu
des clients, que ce soit des clients qui vont chercher à monter en gamme ou des clients qui sont dans le premium et qui vont pouvoir avoir un véhicule, on va dire, plus technologique, plus performant en termes de charge à un prix inférieur. Donc en fait sur chaque modèle, sur chacun des deux modèles, le G6 et le G9 qui seront disponibles au lancement, vous avez trois versions. On a trois versions. C'est une version entre guillemets de base avec Ouais. un seul moteur en propulsion, une version un petit peu plus évoluée, puis la version on va dire très haut de gamme qui est aussi plus puissante avec deux moteurs, Ouais. qui promet aussi une puissance de charge plus élevée et puis des performances qui sont dans la bonne moyenne des voitures électriques puissantes, je dirais même des performances exceptionnelles, je crois, puisqu'on est en dessous des 4 secondes au 100 à l'accélération pour chacun des modèles. Ces voitures, elles sont déjà disponibles, on peut déjà les commander Ouais. et les recevoir dans quel délai? Oui, alors on va livrer les premiers G9 tout début juillet. D'accord. Et donc vous pouvez le commander tout simplement en allant sur notre site et en demandant à être contacté. Donc vous pouvez soit faire une configuration. On a en plus une offre de lancement qui est le G9 première édition, qui est donc un G9 avec la batterie étendue, avec l'autonomie étendue, pardon, donc qui va vous offrir 570 km d'autonomie et sur lequel on va vous offrir le pack premium. Donc vous allez pouvoir retrouver, je recommence comme ça, je suis désolé Eric. Euh, donc on va retrouver le G9 Premium première édition sur lequel vous allez retrouver la batterie 98 kW, donc autonomie étendue, et où on va vous offrir la peinture métallisée et les sièges premium et le système également audio. D'InAudio, donc avec 18 haut-parleurs, et vous allez avoir les sièges massants et les sièges un peu première classe avec des soutiens sous les jambes, enfin vraiment ce que vous allez retrouver sur des marques très haut de gamme. Très bien. Et vous avez une politique de gamme avec beaucoup d'options, ou est-ce que vous faites un peu comme tous vos confrères chinois, c'est-à-dire des voitures qui sont très bien équipées d'origine avec pratiquement zéro option? Alors on a sur G9 on a deux options. On a donc un crochet d'attelage électrique et puis ce pack siège et audio premium. C'est tout. Ce qui est important de préciser, c'est que effectivement, vous n'allez pas retrouver de service ou en tout cas de technologie en option chez nous. La conduite autonome jusqu'au niveau 2,5, donc avec la possibilité de changer de voie en semi-autonome, est intégrée dans n'importe quel des véhicules que vous allez acheter chez nous. La technologie est déjà disponible et vous n'avez pas du tout à payer en plus pour y accéder. Et sur G6, on sera encore plus restrictif puisqu'il n'y aura qu'une option qui sera le crochet d'attelage. Et donc l'ensemble des technologies, les mêmes que sur G9 pardon, seront disponibles. Alors, on se pose la question, et je l'ai déjà entendu, sur la gamme. Aujourd'hui, vous lancez donc votre gamme en France avec deux SUV. Or, on sait que Xpeng a une gamme assez large, et même dans d'autres pays européens, et notamment avec des berlines. Je crois que vous avez au moins deux berlines au catalogue, qui sont assez attirantes. Elles vont arriver ici sur le marché français, ou vous allez vous concentrer sur uniquement les SUV? Non, on va se concentrer sur les SUV parce qu'on se rend en vite compte en regardant les chiffres que c'est ce que souhaitent les gens aujourd'hui. Euh, mais évidemment, on va lancer des nouveaux véhicules dans le futur. Le rythme, ça va être entre un et deux nouveaux véhicules tous les ans. Euh, et donc, en fonction effectivement des résultats de tests qu'on fera dans le futur, il n'est pas impossible qu'on lance des berlines. On voit que le marché recommence un peu, le marché français, hein, je dis bien, commence un petit peu à, à s'intéresser à nouveau aux berlines, puisque voilà,
les SUV commencent à être un petit peu critiqués. Donc on s'empêchera pas évidemment de lancer. Enfin, je veux dire, on peut parler de la P7 qui est un véhicule magnifique qui est vendu effectivement en Hollande et dans les pays scandinaves. Nous, on lancera pas ce véhicule-là. Mais il n'est pas impossible qu'on étudie de lancer le successeur de P7. Qu'on a eu la chance de voir récemment en Chine et qui est absolument incroyable. Donc on étudiera ça de près. Ah bah tiens, justement, puisqu'on en parle, ça nous donnera une petite indication. Dans les autres pays européens, pays scandinaves, Pays-Bas, etc., vos gammes, c'est quoi? Il y a combien de voitures? Et vous avez déjà donc le G9, vous avez d'autres modèles, et du coup, quel est celui qui se vend le mieux? Alors, c'est G9 qui se vend le mieux. On a donc 3 véhicules dans le reste de l'Europe, qu'on fasse clair. On a la berline P7 Ouais. et on a donc G9 et donc G6 qui arrive en ce moment même partout en D'accord. Europe. Et donc aujourd'hui G9 rencontre un vrai succès dans les pays scandinaves de par ce positionnement un peu entre deux où on va pouvoir aller attirer des clients qui regardaient plutôt du C+, SUV électrique et qui étaient ou peut-être aussi des clients qui regardaient du D voire du SUV E et donc pour tout vous dire, par exemple, dans son segment, G9 est leader au Danemark, également en Suède. Donc il a trouvé son public. On pense que ça sera similaire en France. Donc aujourd'hui, c'est ce qui G9 représente le plus gros de nos ventes. Mais là, avec G6, qui sera évidemment plus abordable, c'est celui-là qui, pour tout vous dire, en France, va représenter les 3/4 de nos volumes cette année. Les voitures vendues en France sont produites où ou seront produites où à terme? Alors, elles sont produites à Guangzhou, dans l'une de nos 3 usines, et ouais, absolument en Chine. Et pour l'instant, on restera sur ce plan-là, mais Rien de prévu en ouverture d'usine en Europe pour l'instant. c'est à l'étude. C'est pour ça que je, Ouais. comment dire, j'hésitais un peu parce que effectivement c'est à l'étude parce que une fois qu'on aura le volume critique pour justifier une mise en production locale, évidemment, ça sera envisagé et intéressant. Est-ce que Xpeng a des projets d'ouverture dans d'autres pays en Europe après la France Oui. et après les pays nordiques? Oui, alors on vient d'ouvrir l'Allemagne. On va ouvrir maintenant l'Espagne, le Portugal, l'Italie, la Grèce, Ah oui. le Royaume-Uni et l'Irlande. Ça, c'est les prochains marchés. Et d'autres marchés sont en cours d'études. Mais voilà, on va déjà essayer de se concentrer sur cela dans un premier temps. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Thomas. Thomas Rodier, donc je rappelle que vous êtes directeur marketing et communication de Xpeng France. Merci. Merci beaucoup, Eric. L'essai de la semaine. Elle était très attendue, la voilà qui arrive. Alpine a dévoilé officiellement cette semaine sa première sportive 100% électrique, l'A290. Alors ce n'est pas une berlinette coupée de place typique de la marque comme on les connaît. Pour cela, il faudra attendre encore un petit peu. Non, cette Alpine est étroitement dérivée de la nouvelle R5 électrique. Alpine a donc revu en partie le design et gonflé la puissance jusqu'à 220 chevaux. Mais écoutez plutôt ce qu'en dit Florent Ferrière, notre présentateur maison. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur Automobile Propre pour vous faire découvrir une petite révolution. Son nom, Alpine A290. Alors pourquoi j'ose parler d'une révolution? Parce que déjà c'est le premier modèle de série 100% électrique d'Alpine, ce qui n'est pas rien. Et l'autre aspect marquant, c'est que c'est loin d'être le dernier. Luca De Meo, le directeur général de Renault, a en effet de très grandes ambitions pour Alpine. Il veut que les ventes s'envolent et pour cela, Alpine va passer d'une offre monoproduit à une gamme complète de véhicules. D'ici la fin de la décennie, il devrait y avoir 7 modèles dans la gamme Alpine et des modèles qui seront soit électriques, soit à hydrogène. Moins de 10 ans après sa renaissance, Alpine prend donc déjà un tout nouveau départ et donc ce nouveau départ est symbolisé par l'A290. Alors cet A290, ça vous rappelle forcément un autre véhicule
véhicule, c'est bien sûr la nouvelle Renault 5 électrique. En fait, cette A290, c'est la version sportive de la R5. Et d'ailleurs, je vais quand même me permettre un petit commentaire personnel. Moi, je suis un peu déçu que la nouvelle ère d'Alpine commence par un véhicule qui est un simple dérivé de Renault, plutôt qu'un véhicule 100% inédit, mais rassurez-vous, les prochaines Alpines seront bien des modèles distincts de Renault. Après, je ne vais pas totalement bouder mon plaisir parce qu'avec ce véhicule, le groupe Renault fait son retour sur le segment des petites bombinettes et donne enfin une suite assez indirecte, il est vrai, puisqu'en électrique, à la Clio RS disparue il y a quelques années déjà. L'avantage quand même en repartant de la base de la R5, c'est que la base de la R5 est déjà sympathique, c'est déjà un véhicule à l'apparence bien musclé. Et bien sûr, Alpine a renforcé le côté musclé en élargissant d'ailleurs les voies encore de 6 cm et surtout en ajoutant un kit carrosserie sportif spécifique donc à ce véhicule. Et d'ailleurs, au passage, en ajoutant quelques impadices aérodynamiques, la voiture gagne quelques centimètres puisqu'on passe de 3,92 m sur la R5 à 3,99 m sur cette A290. Au niveau de la face avant, on retrouve un élément typique du design Alpine, ce sont les 4 optiques revues ici dans une présentation plus anguleuse. Et regardez, les optiques adoptent un habillage en forme de croix, c'est un petit clin d'œil au monde des rallyes. Donc parmi les éléments aérodynamiques spécifiques à cette Alpine, on a bien sûr les bas de caisse et les jupes latérales, les élargisseurs d'ailes et bien évidemment des roues qui sont inédites, des jantes de 19 pouces en série avec deux types de design possibles, dont celui-ci qui évoque l'univers du flocon de neige, un thème que Alpine aime bien en rapport à son nom bien sûr. Et les roues sont chaussées de pneus Michelin qui ont été développés spécialement pour elles, avec donc plusieurs types de pneus, il y en a 3 disponibles. Celui standard va essayer de trouver le bon équilibre entre l'adhérence et l'autonomie. Au niveau de la partie arrière, on retrouve les feux verticaux de l'R5, ceux-là ils n'ont pas changé. Par contre, tout le bouclier est inédit et ce bouclier va intégrer un diffuseur. On retrouve aussi sur le haillon ce petit béquet. Bien sûr, ces éléments participent à l'aérodynamique, mais aussi au gain d'autonomie. Et d'ailleurs, côté gain d'autonomie, en fait, Alpine a refusé d'intégrer à l'arrière un gros aileron massif qui aurait en fait perturbé le flux d'air. Bienvenue à bord de cette Alpine A290. Donc, comme pour l'extérieur, pas de surprise, la base de travail est la Renault 5. On retrouve la même architecture générale avec par exemple les 2 écrans de 10 pouces en enfilade. L'Alpine a quand même le droit à plusieurs éléments de style spécifiques, à commencer par un volant que moi je trouve vraiment joli ce volant. Donc il a une jante bien agréable à prendre en main et surtout il y a plusieurs boutons spécifiques à l'Alpine. Il y a un premier bouton pour gérer le niveau de freinage régénératif. Il y a un bouton aussi pour choisir le mode de conduite et il y a aussi ce petit bouton là rouge OV. En fait c'est pour overtake, pour vous faciliter à dépasser. Vous appuyez dessus, il faut bien rester appuyé dessus et pendant 10 secondes vous avez le maximum de la puissance et du coup. Le deuxième élément spécifique à l'A290 à l'intérieur par rapport à l'R5, c'est la console centrale redessinée. Une console centrale surélevée, inspirée de celle de l'A110 avec, regardez, les boutons pour la transmission DNR. Le troisième élément spécifique par rapport à la R5, ce sont les sièges qui vont être plus enveloppants avec des selleries bien sûr inédites, dont du cuir Napa sur le haut de gamme. Mais moi, ma petite déception, c'est de ne pas trouver, même en option, vraiment des sièges un peu typés baquet. Si l'A290 reprend l'ensemble d'écran de la R5, ceux-ci ont une présentation spécifique avec des éléments de design propres à Alpine. Comprenez par là un fond bleu, des silhouettes de montagne ou encore des formes triangulaires. Comme dans la Renault, on retrouve les services connectés de Google avec en série une navigation Google Maps qui intègre la planification d'itinéraires, ce qui permet d'avoir un préchauffage de la batterie avant de s'arrêter recharger. Le système multimédia de l'A290 se distingue de celui de la R5 par des fonctions de télémétrie qui permet par exemple d'avoir ses temps sur circuit. Un coach intégré vous aidera aussi à devenir un meilleur pilote et à vous donner des challenges. La voiture peut recevoir une sono conçue sur mesure par un grand spécialiste du genre, Davey Halley. Avec ce système, on a aussi l'Alpine Driving Sound, un retour sonore à bord lié à la sollicitation du moteur. Alpine a voulu quelque chose d'authentique puisque les deux sont proposés, l'un doux et l'autre volontairement débridé, sont basés sur la sonorité réelle du moteur électrique. Cette Alpine reprend donc la base de la Renault 5, on retrouve les 5 portes et les 5 places, mais on retrouve surtout un des gros défauts de la R5, c'est son habitabilité arrière qui est pas très bonne. Regardez, là je suis vraiment à l'étroit, pourtant je suis pas très grand, hein, je fais même pas 1m75. Il y a quand même un petit avantage avec la base 100% électrique, c'est que le plancher est plat et dégagé. En plus de l'habitabilité, juste l'autre mauvaise surprise, c'est le manque de rangement. Il n'y a rien dans les contreportes, il faut juste se contenter de cette petite pochette derrière les sièges avant. Et même côté branchement, on a juste une prise 12 volts à l'ancienne. Hop.
Pour le coffre, on a un volume de 326 litres. C'est le même volume que pour la R5, ce qui est plutôt pas mal pour un véhicule de cette taille, 3,99 m de longueur. Par contre, ce coffre n'est pas hyper pratique parce que le seuil forme une marche très haute, le plancher est très en contrebas. Donc pour le chargement et le déchargement, ce n'est pas vraiment ce qu'il y a de plus agréable. Alors bien sûr, quand on parle d'une Alpine, on attend de la légèreté et de l'agilité. Alors bon, la légèreté, c'est pas facile avec un véhicule électrique. Ce modèle annonce quand même sur la balance 1479 kg, ce qui est forcément beaucoup pour une petite citadine. Mais Alpine met en avant les avantages que peut avoir l'électrique. Le centre de gravité est abaissé. La batterie dans le châssis participe à la rigidité et avec le moteur plus compact, il y a moins de poids sur le train avant. On a donc toujours la promesse de l'agilité, d'autant que l'A290 profite de la base de la R5 déjà pensée pour le plaisir de conduite avec des porte-à-faux courts, des voies larges et un train arrière multibras. Alpine se veut donc rassurant et promet de belles sensations sur route sinueuse avec un train avant incisif et un train arrière suffisamment mobile. Le freinage est signé Brembo, les étriers avant sont d'ailleurs repris à l'A110. Du côté de la motorisation, on aura 2 niveaux de puissance, 180 chevaux en entrée de gamme et jusqu'à 220 chevaux sur les modèles les plus performants. Sur ces modèles les plus performants, le 0 à 100 km/h est réalisé en 6,4 secondes. Il existe d'ailleurs une fonction Launch Control pour vous aider à obtenir ce meilleur temps canon. Alpine insiste sur un aspect. Pour lui, l'A290 est une vraie voiture de sport, mais elle est facile à maîtriser. Un élément important sur une électrique qui peut être piégeuse avec une puissance et un couple important disponibles de manière instantanée. Les ingénieurs d'Alpine ont donc cherché les bons réglages pour gérer la progressivité de l'accélération et maîtriser la distribution du couple. Ils ont aussi veillé à ce que l'auto ne perde pas son souffle au fur et à mesure que la batterie se décharge. Pour la batterie, on retrouve la capacité maximale compatible pour l'instant avec la plateforme Ampere Small, c'est-à-dire 52 kWh. Pour l'instant, Alpine annonce une autonomie en cycle mixte jusqu'à environ 380 km. Du côté de la recharge, on trouve en série un chargeur embarqué AC 11 kW bidirectionnel. Du côté de la recharge rapide en courant continu, le maximum est de 100 kW. L'Alpine A290 est annoncée avec un prix de base de 38 000 € dans une version GT 180 chevaux à l'équipement déjà généreux. La voiture, qui fait ses débuts aux 24 heures du Mans, sera dans les concessions d'ici la fin de l'année 2024. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, mais l'actualité de la voiture électrique ne s'arrête jamais. Retrouvez-la heure par heure sur automobilepropre.com. Pensez bien à vous abonner via votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode. Et n'oubliez pas de noter le podcast sur les plateformes, c'est le meilleur moyen de nous soutenir et de nous faire connaître. N'hésitez pas également à nous faire vos retours, remarques, questions, suggestions à l'adresse podcast@automobilepropre.com. Quant à nous, nous vous disons à la semaine prochaine pour un nouveau numéro du podcast. Salut!